Merci à vous trois d'avoir bien voulu accepter de participer à cette table ronde qui, comme vous l'aurez compris, a pour objectif de lancer nos journées et d'ouvrir un petit peu tous les champs de réflexion que nous allons avoir ensemble. Anne l'a rappelé tout à l'heure, les rapports publiés depuis l'annonce de la stratégie de transformation du système de santé par le Premier ministre ont révélé les problématiques que rencontrent beaucoup de nos établissements. L'annonce par le Président de la République du plan Ma Santé 2022, qui doit conduire vers une organisation transformée du système de santé, bouscule les acteurs, au premier rang desquels les établissements et leurs directeurs et directrices. Le HCAM l'a bien exposé dans sa contribution pour la transformation du système de santé. C'est en réalité une crise majeure qui touche le système dans toutes ses composantes. Le modèle est trop hospitalo-centré, on le sait, ça a souvent été dit, par défaut de structuration collective de la réponse ambulatoire de proximité, dans lequel soins, prévention et médico-social relèvent encore et toujours de logiques distinctes et d'organisation cloisonnée. Le défaut d'attractivité des territoires, de certains territoires et des établissements pour les personnels médicaux et désormais soignants, entraîne la désertification sanitaire, sociale et médico-sociale dans des zones toujours plus nombreuses. Les faiblesses de la coordination des acteurs de proximité et la difficulté des liens ville-hôpital en sont les symptômes les plus évidents. Notre système n'est ainsi plus en mesure de répondre aux défis de la montée en charge à la fois des maladies chroniques et du vieillissement, ni d'endiguer l'accroissement d'un certain nombre d'inégalités territoriales et de déserts médicaux. La perte de sens qui en résulte, laissée sans réponse par les seules logiques techniques et financières, génère, comme on l'aura tous compris, une insatisfaction croissante des usagers et la souffrance des professionnels qui butent sur des impasses. Alors, transformation subie ou transformation volontaire, il est évidemment indispensable de comprendre les facteurs qui nourrissent ces évolutions majeures pour adapter les réponses de notre système de santé aux besoins qui en résultent, préciser les conditions de la réussite d'une réorientation faisant de la proximité, et nous en sommes souvent tous d'accord, la première ligne de la coordination des acteurs, et vérifier qu'ils sont bien en capacité d'adhérer et de mettre en œuvre les bouleversements des mesures annoncées. Le financement et ses modalités, qui ne sont bien évidemment pas le seul angle de vue, sont bien sûr une question centrale. La préparation du PLFSS 2019 et la poursuite d'une politique d'érosion, voire de contraction des moyens alloués à l'hospitalisation et au médico-social, sur fond d'amélioration des comptes sociaux, comportent, de notre point de vue, une incohérence majeure en regard du projet gouvernemental pour l'organisation du système de santé. Et le projet Grand Âge et Dépendance, là, Anne l'a dit tout à l'heure, est encore bien flou. Alors, Monsieur le député, Monsieur le Président, Madame la déléguée générale, nous avons souhaité, pour structurer un peu notre réflexion ce matin et préparer les questions et les échanges avec la salle, vous poser quelques questions, des questions qu'on se pose tous, que se posent nos collègues, les cadres, les médecins, les pharmaciens, les équipes médicales et paramédicales dans nos établissements. Donc, ils sont bien sûr impatients de vous écouter, de vous entendre. Comme on l'a dit, vous êtes bien sûr libre de vos propos. Il s'agit d'ouvrir le champ de nos réflexions. On vous avait invité à réfléchir autour de quelques questions. Je les rappelle avant de terminer. Quels sont, à vos yeux, le ou les facteurs majeurs qui génèrent et rendent nécessaire la transformation de notre système de santé? Quelle est en quelque sorte votre vision de cette transformation du système? Quels impacts ces transformations doivent-elles avoir sur l'organisation des acteurs, établissements, sanitaires et sociaux, ambulatoires, collectivités, ARS et j'imagine bien d'autres? Quelles sont les conditions organisationnelles, juridiques, financières de la réussite de cette évolution vers une meilleure coopération entre acteurs et l'indispensable coordination des soins et des prises en charge? La FHF, Anne le rappelait, a calculé les gains économiques, enfin les gains de productivité réalisés par le secteur. Donc la question est également de savoir si on peut continuer, réussir cette transformation en poursuivant une telle politique financière vécue par beaucoup d'acteurs comme un étranglement. Quelle réponse peut être faite au constat répété de l'impasse de ce mode de financement, principalement fondé sur l'activité? Et puis, quelle vision portez-vous dans le cadre de ces transformations sur le pilotage et la gestion de nos établissements? À quelle place peuvent-ils ou doivent-ils prétendre dans leur territoire? Et puis bien sûr, y a-t-il là un rôle nouveau pour les directrices
et directeurs que nous sommes nombreux dans cette salle. On va vous écouter, on vous propose peut-être que chacun, l'un après l'autre, vous puissiez faire un propos introductif et puis qu'on passe à des échanges avec la salle. On a gagné une participante, donc on va essayer d'être encore plus tourné vers ces échanges. Monsieur Véran, monsieur le député, vous qui êtes au cœur de la machine législative, peut-être vous pouvez commencer, ouvrir le bal. Bonjour et merci de l'invitation. Je ne sais pas si... Quand on me parle de l'hôpital, j'ai toujours envie de répondre à la fois comme médecin, comme usager, mais aussi évidemment, et c'est plutôt comme député qu'on m'a invité, mais je continue d'exercer un peu. J'ai une vague tous les 15 jours, donc vous voyez, j'ai réduit par rapport à avant. J'essaie de tenir à ma vague du lundi matin tous les 15 jours, mais ça me permet de continuer de prendre le pouls de l'hôpital, de suivre le chemin de la numérisation, des réorganisations, du développement de l'ambulatoire. Donc c'est un regard qui est intéressant, que je peux continuer d'avoir en interne. Puis c'est mon métier pour lequel j'ai été formé pendant plus de 10 ans et auquel je suis très attaché. Mais c'est comme député que vous m'invitez. Ça fait bientôt 10 ans moi, que je suis dans la politique de santé. J'ai vu passer la loi santé. Côté syndical, j'avais vu passer la loi HPST auparavant. Et puis je suis évidemment dans une préparation active de la loi qui va permettre de transformer le plan Ma Santé 2022. Et puis, je suis rapporteur général du PLFSS, du budget de la Sécu. J'étais en commission hier pour la deuxième lecture. Ça nous a pris très peu de temps, c'est allé assez vite. Et lundi prochain, nous aurons la deuxième lecture en séance, ce qui a permis de rétablir le texte adopté à l'Assemblée nationale pour l'essentiel. Vous dites la question des moyens. C'est vrai qu'il y a toujours un enjeu des moyens qui est extrêmement important. Cela étant, cette année, nous avons un Ondam à 2,5%. C'est-à-dire une croissance des dépenses de santé de 2,5%. C'est-à-dire que nous mettons pour la santé, en 2019, 5 milliards d'euros de plus que ce qu'il y avait en 2018. C'est normal, la population augmente, la population vieillit, les coûts de structure augmentent, mais il n'empêche, pour que chacun se rende compte, quand vous gérez un budget État et un budget Sécu, 5 milliards d'euros de plus en 2019 pour la santé qu'en 2018, c'est plus, ces 5 milliards d'euros, c'est plus que le budget de la culture au total réuni sur une année, qui est d'environ un peu moins de 4 milliards d'euros. C'est-à-dire que le budget de la culture, lui, va augmenter de 100 millions à peu près, quand le budget de la santé augmente de 5 milliards. Donc il faut se rendre compte de ce que cela représente lorsque vous faites un budget dans sa globalité, que cette augmentation de l'Ondam. Il y avait un objectif, un engagement du président de la République qui était croissance de 2,3% par an pendant 5 ans. Ça a été 2,3 la première année, c'est 2,5 la deuxième. C'est assez rare que les promesses présidentielle laisse place à des mesures pratiques qui sont supérieures à ce qui avait été annoncé. Et 2,5, c'est supérieur c'est le plus gros Ondam depuis 7 ans consécutifs. Pour autant, ça ne suffit pas. Personne ne dira le contraire. Les campagnes tarifaires sont dures. L'investissement hospitalier s'est effondré il y a quelques années et il ne va pas vers le haut. On doit dégager des marges très importantes pour aller vers la numérisation complète de l'hôpital. Les GHT, ça coûte de l'argent avant d'avoir une bonne organisation territoriale qui permettra d'en sortir par le haut. Tout cela nécessite des moyens. Il y a 900 millions d'euros d'investissements qui ont été annoncés par le président de la République, 5 milliards d'euros sur l'investissement en innovation en santé à travers le CGI qui attendent qu'on puisse aussi les utiliser. Tout cela hors Ondam. Et pour la première année dans le PLFSS, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais pour la première année, il y a un outil de régulation de l'enveloppe de ville. Parce que vous savez que le budget de la santé, à peu près 200 milliards d'euros, la seule enveloppe qui soit régulable, finalement, c'est l'enveloppe hospitalière. Et l'enveloppe de ville, bien écoutez, on ne peut pas la maîtriser. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme on dit. C'était Juppé dans les années 90. Il avait voulu mettre des lettres clés flottantes et ça ne marchait pas. Et pour la première fois dans le PLFSS, nous avons une réserve prudentielle de 120 millions d'euros sur la médecine de ville. Donc ça veut dire qu'on va faire participer l'ensemble de la filière santé à l'effort de maîtrise médicalisée. C'est le premier budget de la Sécu qui est à l'équilibre depuis 18 ans. C'est la première fois que nous votons un budget de la sécurité sociale à l'équilibre. Et notre dette sociale, qui était montée jusqu'à 160 milliards d'euros, est en cours de remboursement, et nous payons nos dettes, comme on le dit, et tout est programmé pour qu'en 2024, la totalité de la dette sociale de notre pays ait été remboursée. Et en parallèle de cela, ça nous permet d'envisager de dégager des moyens très conséquents pour le plan autonomie-dépendance. Pour moi, c'est une nouvelle très importante qui a été faite par le président de la République lorsqu'il a souhaité que la dépendance fasse l'objet d'une intégration dans la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y avait deux arbitrages possibles, l'assurance privée ou l'assurance publique.
Le fait que ce soit dans la sécurité sociale nécessite de mobiliser des moyens supplémentaires pour pouvoir financer les dépenses de dépendance. Et cette année est consacrée non pas au financement, mais à ce qu'on veut financer. Et à partir de l'année prochaine, on va commencer à financer vraiment. Et je peux vous le dire, les moyens qui vont être nécessaires d'ici 10 à 15 ans seront supérieurs de 8 milliards par an à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc il va falloir dégager quand même 8 milliards d'euros, il faut les trouver. Hein. C'est quasiment le budget de la justice plus le budget de la culture. Donc, mais on va le faire, et c'est un engagement présidentiel. Donc c'est très stimulant. C'est très stimulant. Ça, c'était un point sur le plan budgétaire. Sur le plan rapidement de la transformation de l'hôpital à travers l'innovation organisationnelle, il y a eu l'article 51 l'année dernière qui a été adopté. Il y a bientôt 300 projets qui sont portés, beaucoup par le secteur hospitalier d'ailleurs, pour pouvoir payer demain les soins au forfait ou à l'épisode de soins, ce qui veut dire que faire confiance au terrain est un pari réussi d'ores et déjà. Des centaines d'expérimentations qui vont naître dans l'ensemble des territoires qui permettront de sortir de la T2A pour les activités maladies chroniques. Cette année, dans le PLFSS, nous entérinons le fait que désormais, la prise en charge des insuffisances rénales et du diabète ne feront plus l'objet d'un paiement à la T2A, mais un paiement forfaitaire. Ça, c'est aussi une première. Nous allons de l'avant dans le financement à la qualité, qui va être multiplié par 5. On passe de 60 à 300 millions d'euros par an, les financements liés à la qualité à l'hôpital. Nous mettons en place le DMP qui va permettre d'améliorer le lien ville-hôpital, les communautés professionnelles de territoire de santé, les CPTS qui vont être généralisées, il va y en avoir plus de 1000, ce qui va permettre d'avoir une vraie congruence et un vrai lien entre le silo hospitalier et le silo de ville pour qu'il n'y ait plus de silo, mais une vraie coordination. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui bougent. Honnêtement, pour avoir suivi les lois de financement de la Sécu depuis, c'est ma 7e, ça avance beaucoup plus vite qu'à une certaine époque. Signe que, on est arrivé au pied du mur, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus continuer, on était dans le dur, la politique du rabot, ce n'était pas possible. Et puis, signe qu'il y a une vraie volonté de changement qui est aussi partagée par les professionnels de la ville. Et c'est intéressant de voir l'évolution des discours syndicaux en médecine de ville, qui nous permettent d'aller plus de l'avant. Voilà. Et puis, vous rajoutez à ça les infirmières de pratique avancée, les IPA, qui vont apporter une solution à l'hôpital, les infirmières spécialisées en psychiatrie, qui vont apporter enfin aussi un bout de solution pour la psy qui est en souffrance totale, tant en ville qu'à l'hôpital. Je ne serai pas plus long parce que je peux vous faire un inventaire à l'après-vert, mais je préfère répondre éventuellement aux questions qui seront posées. Monsieur le député, merci. On va continuer les présentations, donc on reviendra après aux questions. Notez les points qui vous intéressent, les questions qui concernent l'un ou l'autre de nos intervenants. Zeynab, je ne te représente pas, je l'ai fait. Tu as été aux manettes, tu es à la FHF, tu as beaucoup d'informations, tu rencontres beaucoup de collègues. Tous les secteurs d'activité se tournent vers la fédération. Les fédérations, c'est récent, c'est nouveau, ça durera ce que ça durera, mais se sont quasiment accordés récemment, public et privé réunis pour faire demander des choses ou faire quelques commentaires sur ce qui vient de nous être rappelé et présenté. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton point de vue, de là où tu es aujourd'hui, dans ta position sur ces différents sujets? Tout d'abord, merci pour votre invitation et je salue l'ensemble des personnes ici présentes. Alors, peut-être réagir en disant que nous nous accordons sur le fait que notre système de santé est effectivement à bout de souffle et qu'il dysfonctionne totalement. Il est aujourd'hui encore trop fragmenté entre la ville et l'hôpital, entre les financeurs, entre le sanitaire, le social et le médico-social, et puis surtout, et vous le constatez tous les jours, il y a des inégalités en santé sur les territoires. Une fois que l'on a dit cela, il faut ajouter que si l'hôpital va mal, si il connaît des difficultés, si nos structures médico-sociales sont également en tension, c'est qu'ils ont à gérer les défaillances, les carences et les difficultés de notre système de santé. Et que pour la première fois, et là je rejoins tout à fait notre député, la réforme qui est lancée, c'est pas de dire une énième réforme et un énième plan pour l'hôpital, mais c'est bien de prendre en compte l'ensemble des acteurs et que chacun respecte ses engagements dans le cadre de ce nouveau système de santé. Alors pour autant, plusieurs points. Le premier, c'est que concernant l'hôpital et concernant les structures médico-sociales, aujourd'hui, il y a des enjeux immédiats pour que, certes, si la politique de rabot en termes de prospective est peut-être arrêtée, pour autant, il y a quand même
un effort d'économie à hauteur de 960 millions d'euros à réaliser sur l'exercice 2018 pour les établissements. Et par ailleurs, il y a un effort d'1,2 milliard sur la maîtrise de la masse salariale d'ici 2021. Ça traduit au quotidien, et ça, il faut vraiment bien l'avoir à l'esprit, ça traduit au quotidien des situations kafkaïennes. Si l'on conjugue le mode de financement aujourd'hui des établissements, si l'on conjugue leurs efforts au quotidien pour essayer de répondre aux besoins de santé de la population, et quand je dis santé, c'est au sens large, hein, pour éviter de répéter à chaque fois sanitaire, médico-social, et si l'on conjugue aussi le fait qu'il faut absolument s'engager, et la Fédération hospitalière de France soutient l'idée et cette réforme systémique qui doit engager tout le monde, eh bien, il faut absolument donner les conditions pour que les équipes et l'ensemble des équipes, quel que soit leur statut, puissent accompagner cette réforme, puisque nous savons que cette réforme qui aura ses impacts à horizon quand même 5 à 10 ans, qui va jouer un rôle fondamental et structurant sur les territoires, ce sont bien les structures publiques. Et je pense que ça, il faut absolument l'avoir à l'esprit. C'est vrai que nous avons quand même du mal à être entendus sur ce point-là. Nous avons bien compris les perspectives. Nous avons bien compris l'idée que c'était la fin de la politique de rabot, mais pour autant, et nous avons bien compris qu'il était temps de donner du sens, mais encore faut-il nous aider et aider les établissements à aller dans ce sens. Et je crois qu'on ne le martèlera jamais assez. Cette réforme du système de santé va dans le bon sens. La fédération hospitalière a largement contribué à orienter les perspectives de ce champ du système de santé. Mais pour autant, aujourd'hui, si on veut réussir Ma Santé 2022, eh ben, il faut régler le problème de Ma Santé 2019 et 2020 et 2021. Merci Zeynab. Monsieur Gardet, une parole qui est peut-être moins courante pour nous, donc qui va nous intéresser évidemment beaucoup, celle de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance maladie, et puis, je le disais, une double vision, car vous êtes aussi un cédétiste, et depuis longtemps, je l'ai rappelé. Donc voilà, de votre point de vue, de là où vous agissez et travaillez et intervenez dans le système, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à votre tour pour lancer les débats ? Bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité et de participer à cette table ronde. Alors, il est vrai qu'au niveau de l'assurance maladie, nous avons surtout un regard sur la ville, sur ce qu'on appelle l'ambulatoire, mais la ville. Et vous avez rappelé en quelques dates mon parcours. C'était sympathique, mais bon, ça ramène quand même en arrière. Il est vrai que je suis rentré, alors quand je dis dans la maladie, c'est dans les caisses d'assurance maladie au début des années 90, mais surtout l'investissement, c'était après les ordonnances Juppé. Et il faut se souvenir, et c'est vrai que le député en a parlé, c'est vrai que les ordonnances Juppé, au niveau CFDT, on les a portées, du moins. On était, parce qu'il y avait quand même une évolution, une réflexion à ce moment-là entre l'articulation ville-hôpital qui était, pour la première fois, quelque chose qu'on pouvait entendre. Mais il est vrai que bon, on a tous vécu un peu ce que sont devenues les ordonnances Juppé, ça fait pchit. Et depuis, on a vécu X lois, mais à chaque fois, le législateur a fait des lois de réforme hospitalières. On s'est intéressé à l'hôpital. L'hôpital, de toute façon, qui est directement géré par le ministère, hein, puisque l'assurance maladie, nous, à part le financement, mais bon, juste un chèque, le reste, on peut organiser la ville, du moins organiser. Le reste, c'est sous l'égide. Et là, donc, il y avait moi, ce que j'ai ressenti depuis 20 ans, une certaine facilité.
C'est vrai que, comme on passait les coups de rabot, ce que les uns et les autres ont dit, le coup de rabot est beaucoup plus facile à passer sur l'hôpital. On a mis des crédits de réserve. Et à chaque fois, en renvoyant, la ville, c'est compliqué. La ville, c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais, l'expérience que je peux avoir, on n'a jamais eu une réelle volonté politique de vouloir organiser la ville. Je le dis maintenant et avec une certaine liberté de parole parce que j'arrive aussi en fin de carrière. Donc, à chaque fois, on a fait peser sur l'hôpital. On a transmis à l'hôpital des fonctions. On a demandé à l'hôpital de remplir des fonctions pour lesquelles il n'était peut-être pas essentiellement fait. Je pense à toutes ces urgences de bobologie, parce qu'à un moment donné, on a dit la permanence des soins en ville n'était plus obligatoire, c'était du facultatif. Donc on a désorganisé la ville et on a renvoyé sur l'hôpital. Parce qu'en ville, on a laissé faire une désorganisation, donc on s'appuyait sur l'hôpital public. L'hôpital public va faire. Et il est vrai qu'à aujourd'hui, et vous avez fait référence au rapport HCAM, on se trouve dans une situation où de toute façon, on est dans une période de rupture. Et au HCAM, tout le monde, ce Haut Conseil, tout le monde est autour de la table et tout le monde en a bien conscience. De toute façon, on ne peut plus continuer comme ça. De toute façon, le patient, alors depuis le temps qu'on parle du patient au cœur du dispositif, ça va, mais le patient, il va de la ville à l'hôpital. Quand il est pris en maladie chronique, il ne reste plus à l'hôpital, il va à la ville. Mais on a en face une ville qui n'est pas organisée. On a des parcours qui, certes, existent sur le papier, mais qui ne sont pas formalisés. Donc là, dans Ma Santé 2022, il y a des propositions qui sont fortes, qui sont lourdes. Et moi ça me fait référence un petit peu à ce qu'on a pu connaître. Moi, j'étais encore bien trop jeune, mais la loi Debré 58 qui a organisé les CHU, on se retrouve dans la même réflexion avec la ville. Maintenant, il faut que la ville s'organise. Et quand la ville sera organisée, effectivement, on pourra parler de liens entre la ville et l'hôpital et de réel parcours des patients. Et vous avez raison, je pourrais te dire, tu as raison, que pour l'instant, il y a l'hôpital avec la souffrance de ses personnels, mais je dirais aussi des patients. L'hôpital doit continuer à assurer les fonctions que la ville ne fait pas. Et comment on fait dans ces quelques années qui vont arriver, où forcément il va falloir investir, et que de toute façon, moi je sens qu'aussi au niveau de la ville, si on veut vraiment que la ville soit organisée, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. C'est vrai que vous êtes peut-être moins féru dans ce domaine, mais la dernière négociation qu'on a pu avoir avec les médecins de ville, la dernière convention médicale, je rappelle que cette convention coûte sur les fonds publics quand même plus d'1 milliard d'euros, ce n'est pas rien, avec en contrepartie on n'a pas eu le retour qu'on pouvait attendre sur la coordination, sur l'excellence des soins. Voilà en quelques mots pour lancer le débat. Très bien, merci à tous les trois. Moi, j'ai le sentiment que le cadre est posé. Monsieur le député, vous nous avez rappelé finalement tout ce qui est lancé, tout ce qui a été initié, tout ce qui a été posé il y a très peu de temps. Vous l'imaginez, on est très impatient, on sait que les chantiers vont démarrer, on sait qu'il faut aller vite si on veut avoir des impacts. Et donc, la concertation que nous appelons de nos voeux va, on l'espère, faire feu de tout bois dans très peu de temps. En parallèle, Zeynab a rappelé que voilà, pour voir loin et avancer à échéance, eh bien, l'immédiateté, l'urgence du quotidien appelait aussi
en quelque sorte des positionnements. Et puis, Monsieur Gardet, vous rappeliez à juste titre que l'ambition de Ma Santé 2022, c'est vrai que c'est la première fois depuis longtemps, mais c'est de mettre en face de l'hôpital un partenaire indispensable. Parce que si on veut des parcours, vous l'avez dit, les patients l'attendent, il nous faut des partenaires en face. Et on le sait, c'est la partie la plus difficile. C'est toute la structuration collective qui est proposée, programmée dans Ma Santé 2022. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir et d'écouter, donc j'espère que vous êtes prêts à poser vos questions. Il y en a beaucoup. Vous avez vu, on a été un peu aspiré tout de suite par la question du financement et des moyens. Ça, c'est à nos places de responsabilité. C'est comme ça que, malheureusement, on est tout de suite concentré là-dessus. Mais il y a plein de questions qui sont posées. Qui veut ouvrir le bal, là aussi? Alors, on prend un micro. 2. Très bien. Allons-y. Moi, j'en ai une pour vous continuer pendant que ça réfléchit et que ça réfléchit à la première question. Pour vous, on a l'impression, dès qu'une proposition est sur la table, que c'est immédiatement déchiqueté, débattu, tourné en tous sens. Je vais reprendre presque les propos de la ministre, caricaturé. Moi, j'en ai plusieurs en tête. Alors, les infirmières, les IPA, bah oui, mais alors, c'est pas assez, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est autre chose. Les assistants médicaux, ça va être qui, comment on va les payer, voilà. On se pose des questions tout de suite, là aussi, un petit peu dans tous les sens. La réorientation des urgences vers la ville, je pourrais vous en parler, mais je ne vais pas le faire parce que je suis qu'animateur. Voilà, j'ai l'impression que dès que quelque chose est sur la table, c'est un petit peu... on perd le sens, on ne va pas au bout de la réflexion et on part tout de suite dans des considérations où chacun s'oppose, tout le monde a son truc à dire, comme dirait l'autre, mais pas forcément constructif. Qui veut démarrer pendant qu'on réfléchit sur ces questions de beaucoup de propositions qui sont aussi très commentées et parfois malmenées? Moi, Maxime, si tu permets, je ne dirais pas qu'on s'oppose systématiquement ou on critique. Notre rôle, c'est de regarder la faisabilité. À partir du moment où nous partageons le sens, les orientations, ensuite, il faut examiner comment nous faisons et les faisabilités. Là où on peut s'exprimer et peut-être donner le doute que l'on s'oppose, c'est quand nous avons des incompréhensions ou que nous sommes dans le flou. Je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, nous disons, et c'est très bien, et nous le saluons, l'ONDAM a été relevé, n'est-ce pas? Je prendrai ensuite un autre exemple que financier, de 2,3 à 2,5, 400 millions pour accompagner la réforme, mais derrière, tout de suite, nous disons oui, mais 400 millions pour accompagner la réforme, quand il faut en dégager 960 millions d'économies dans l'année, voilà ce que nous disons. Alors, je vais prendre le sujet de la pertinence et de la qualité, mais surtout la pertinence. Nous savons, et plusieurs personnes se sont accordées à le dire, notre ministre de la Santé l'a dit, il y a des marges de manœuvre dans la pertinence, à hauteur de 30%. Nous sommes aussi tous responsables, et l'idée de dire, c'est qu'à la limite, nous ne demandons pas plus, nous demandons à mieux dépenser. Et donc, mieux dépenser sur les territoires, c'est aussi faire en sorte que nous réglions le problème de la pertinence. C'est très bien d'avoir abondé de 60 millions à 300 millions le financement et l'accompagnement. Mais ce qui nous inquiète, c'est les modalités qui sont en train de se mettre en œuvre, dont on n'a pas tout saisi, mais on a quand même compris que ça ne permettra pas de favoriser les structures vertueuses, forcément, puisque ça va être apprécié à l'échelle du territoire et à l'échelle de l'ensemble des établissements. Alors, prenons un exemple. Une clinique vertueuse, un établissement qui ne l'est pas, volontairement, hein. Si ensuite on considère, alors on va prendre le département du 93, que le 93 n'est pas vertueux, mais qu'en revanche le 94 l'est, alors que même la clinique était vertueuse dans le 93 et l'hôpital ne l'était pas, ils vont être pénalisés de la même façon. C'est ce que nous avons compris encore hier, mais bon, je pense que les discussions... Donc voilà ce qu'on essaye de dire. Ce n'est pas une opposition systématique, ce n'est pas une opposition bornée, c'est juste d'accompagner et en plus de proposer des outils. C'est ce que nous essayons de faire. D'abord dire que l'hôpital est puissamment mobile et moderne. L'image d'un hôpital qui ne bougerait pas est battue en brèche par les faits. Parce que l'hôpital engrange les grandes réformes, il y en a une tous les 3, 4, 5 ans, et généralement l'encre n'est pas sèche, qu'on est déjà en train d'écrire la suivante. C'est comme, je le dis souvent, c'est comme les normes incendie. On a fini les travaux de mise en conformité des normes incendie à l'hôpital, qu'elles ont déjà changé 2 fois, et qu'il faut reprendre les travaux 2 fois. Donc c'est compliqué pour l'hôpital d'arriver à faire face, mais l'hôpital développe l'ambulatoire énormément, très rapidement. La numérisation de l'hôpital, énormément de choses. Toutes les grandes réformes sont prises de plein fouet par l'hôpital, mais qui s'en saisit
et qui sait se maintenir. Moi, je ne suis pas le seul. J'ai un petit désaccord avec Ineb sur la question de savoir si notre système est à bout de souffle. Non, il n'est pas à bout de souffle. Les Américains, à travers le Lancet, The Economist, toute la presse anglo-saxonne, je suis allé en Chine visiter les hôpitaux, ils nous regardent avec les yeux de l'amour en considérant qu'on a le meilleur hôpital du monde, on a le meilleur ratio lit par rapport lit patient, on est meilleur qu'en Allemagne sur ces critères-là, et on a des taux qui sont excellents. Là, on n'est pas bon, c'est la transparence. Alors, on n'est vraiment pas bon en France sur la transparence. Je suis malade. Je suis une femme enceinte, je vais aller accoucher dans une maternité, j'ai le choix entre 3 maternités, il y en a une qui a 2 fois plus de césariennes que l'autre, je ne sais toujours pas. Or, moi, je n'ai pas envie d'avoir une césarienne. Hein ? Donc ça, c'est un point, c'est la transparence dans l'accès à l'information, c'est un des grands chantiers. C'est la qualité des soins, et c'est aussi pour ça que nous développons vraiment des mesures incitatives fortes pour développer la qualité. Je suis un malade, j'ai 85 ans, je me suis cassé le col du fémur, on me pose une prothèse, il y a un établissement où je vais aller, alors je suis d'accord avec toi Zineb, c'est plutôt à l'échelle de l'établissement qu'à l'échelle du territoire, voire du service qu'à l'échelle de l'établissement. Mais ça pose des questions qui sont touchy vis-à-vis des médecins et des équipes. Hein. Mais bon, il faudra bien y aller un jour. Je vais me faire opérer d'un col du fémur. J'ai un risque multiplié par 4 de sortir avec une phlébite si je vais dans tel établissement plutôt que dans tel autre. Mais attendez, mais on est où ? Enfin, je veux dire, avec la qualité des soins qu'on est capable de dégager dans les hôpitaux, la mobilisation des équipes hospitalières qui est formidable, avec la mobilité, la modernité de nos hôpitaux, on en est encore à l'âge de pierre, pardon de le dire, en termes d'accessibilité à l'information et la transparence de qualité et de sécurité des soins pour les malades, ce qui me semble être le b.a.-ba. Quand j'ai proposé dans le PLFSS un amendement voté heureusement à l'unanimité, et tout le monde a joué le jeu, les fédérations billes en tête, disant qu'on va arrêter de payer à l'hôpital ou à la clinique, enfin, peu importe, à l'établissement, des soins dans de la chirurgie cancéro lourde effectuée sur des plateaux techniques sans autorisation, quand on a une mortalité qui est multipliée par 2,5 dans le cancer du sein, une mortalité qui est multipliée par 3 dans le cancer de l'ovaire, et qui continue alors qu'il n'y a aucune autorisation pour le faire. Seulement, il n'y avait aucune communication entre la main qui donne l'autorisation et la main qui finance. Des choses comme ça. Donc on en est sur ce point-là, quelque chose, et là on est vraiment accompagné par les fédés. Quand on va mettre en place des choses qui par contre vont toucher au financement, et ça je l'ai vécu, j'ai été en charge du rapport sur le financement des établissements de santé, une mission de 2 ans. Quand on va proposer des modifications très concrètes dans les modalités de financement, là il y a une espèce de logique qui s'est installée entre les partenaires sociaux et l'État, qui est qu'on sait que ça va prendre du temps. Et moi, les administrations centrales, j'essayais de les bouger, et me disait attention, il faut quand même qu'on prenne le temps de discuter avec les fédés, ça va prendre au moins 12 ou 18 mois, parce qu'il faut trouver des accords, parce que toutes les fédés, elles peuvent avoir des discours conjoints sur un certain nombre de sujets, mais les discours sont radicalement opposés sur d'autres grands sujets, et il y a quand même une espèce de jeu concurrentiel qui s'opère toujours entre les secteurs, et ce dialogue social est nécessaire, mais ce qui fait que ça prend parfois plus de temps que ce qu'on imagine, pour financer les soins critiques, pour modifier les soins des urgences, pour modifier les soins en SSR, pour modifier la question de la convergence dans les EHPAD, etc. Tout ça prend plus de temps, et là-dessus, on a sans doute, on devrait pouvoir évoluer vers un dialogue social peut-être plus incisif, mais en même temps, je me mets à la place des fédés. Quand vous avez un objectif de réduction, de maîtrise médicalisée qui fait qu'à la fin, il faut rendre des sous, quand la bataille tarifaire, elle va se jouer chaque année pied à pied sur plus de 2000 tarifs différents pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'établissements qui survivent ou qui ne soient pas impactés, je comprends que ça vous pousse à beaucoup de vigilance et de méfiance. Et de l'autre côté, responsabilité des administrations centrales qui ont considéré un truc qui me paraît encore dingue aujourd'hui, quand ils ont mis en place la T2A, au lieu de se dire que c'était une façon de répartir le financement, ils se sont dit que ce serait un moyen d'organiser les soins. Et ça, c'est une erreur monumentale qui a été commise. Monumentale. On n'organise pas les soins dans un hôpital à partir des tarifs. Ça ne sert à rien, ça ne marche jamais. Je vous donnerai un exemple et j'arrêterai là. Quand j'avais fait le constat que les soins critiques, la réa, c'est 85% de coûts fixes. Que vous ayez un malade dans un lit ou non, de toute façon, 85% des coûts, vous les avez. Comme c'est payé à l'activité, et comme c'est un régime d'autorisation, vous avez forcément un nombre de lits qui est ouvert en permanence. Mais si vous n'avez pas des malades dedans, ça vous coûte de l'argent. C'est pour ça qu'on entend souvent le discours, la réa, ça coûte de l'argent à l'hôpital. Donc moi, ce que j'ai proposé, c'est de passer à un système de coûts fixes, en disant on met un socle de 80% de coûts fixes, et ensuite 10% à la qualité, 10% à l'activité. Et dans les administrations centrales, on m'a répondu, c'est impossible de faire un truc comme ça, sinon on n'arrivera jamais à fermer les petites réas. Mais attendez, c'est un régime d'autorisation. Si vous devez fermer une petite réa parce qu'elle n'est pas justifiée au point de vue de la santé, c'est une décision politique qui doit être prise. Mais en fait, on était un peu on assiège finalement les structures réa financièrement
pour que, poussé par une asphyxie financière, l'hôpital finisse par dire tant pis, on la ferme. C'est pas normal. Donc, je veux dire, il faut vraiment rétablir des règles du jeu beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes, lisibles et dans la durée entre les acteurs, les partenaires sociaux et les agences d'État pour arriver à retrouver une dynamique qui permette de progresser. Mais je le dis, tout en portant ces critiques sur les uns et sur les autres, je trouve que notre hôpital français est très moderne, très mobile et qu'il a beaucoup de courage. Alors, moi j'interviendrai sur la ville. Et c'est vrai que quand j'entends, effectivement, on parle beaucoup de l'hôpital là, et du financement de l'hôpital, je veux dire, c'est parce qu'aussi on est un pays riche. Hein, et qu'on peut se permettre justement de financer des choses qu'on pourrait beaucoup mieux réguler. Mais quand on parle du système de santé, alors c'est vrai qu'il y a tout l'aspect hospitalier, là on est rentré dans le cœur du sujet, et moi je reviens à chaque fois, de toute façon, dès aujourd'hui et demain encore plus, c'est parce que je rencontre les différents acteurs, le système sera obligé de s'organiser entre la ville et l'hôpital. De toute façon, la vision ne peut plus être simplement hospitalo-centré ou l'ambulatoire, la ville. Et par exemple, j'en veux pour l'exemple du dossier médical. Serpent de mer, qui a coûté de l'argent. Ça fait 15 ans qu'on en parle. On a expérimenté, comme on aime bien faire en France. On expérimente. À un moment donné, on a dit ça suffit. Il faut développer le dossier médical. Donc, on généralise le dossier médical, mais sachant qu'il n'y a pas de lien entre l'hôpital, la ville, que les différents hôpitaux et chaque structure développe un peu son dossier médical, son suivi, parce qu'il y a un besoin. Donc, on arrive dans un schéma où on ne sait pas comment on va pouvoir se causer entre la ville et l'hôpital à travers le dossier médical, que les médecins de ville vous disent « Ah, mais moi, mon logiciel n'est pas prévu pour… » Et il y a plus de 40% des médecins de ville qui disent « Ah, mais moi, mes données ne transfèrent pas dans le dossier médical. » Encore une fois, je me dis « Mais là, on en est où ? On en est où alors qu'aujourd'hui, on est avec des smartphones, on connaît la technologie, on ne va pas refaire le truc de B.A.B.A. On connaît la technologie et chez nous, en France, on a encore un dossier médical, moi je le dis, qui date d'il y a 20 ans. On a un peu de retard. Donc on va dire, on va prendre le temps, et c'est là où je voulais en venir, on va développer tout ça, mais ce que je sens, c'est que à force de prendre du temps, c'est pas du temps qu'on prend, on prend du retard. On prend du retard, et forcément, on ne va pas au bout des réformes. Et encore une fois, par rapport à la ville, on nous dit, mais ça va être long, ça va être lent. Vous avez parlé des postes d'assistants médicaux. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas comment ça va être défini. On ne sait pas. Donc, on va commencer à en parler. On va commencer à voir comment on pourrait développer ces postes-là. Mais sachant qu'à aujourd'hui, il y a urgence pour mettre les choses en place. Il y a urgence pour mettre les choses en place. Et quand moi, je rencontre des médecins de ville, des leaders syndicaux, et qui me disent, mais dans 5 à 10 ans, on aura organisé, mais dans 5 à 10 ans, le train sera passé. Ce n'est pas dans 5 à 10 ans. Et c'est là. Et là, on est encore dans la réflexion, oui, mais il faut s'adapter, et c'est là la difficulté, c'est qu'on a d'un côté un pouvoir législatif qui veut aller très vite et développer, et j'en prends par exemple les maisons de santé pluridisciplinaires sur le territoire, c'était la solution. On va mettre des maisons de santé pluridisciplinaires, on va mettre des bâtiments partout sur le territoire. On a trouvé pour désengorger l'hôpital. Ok, on a construit des beaux bâtiments, on a mis de la belle peinture, il n'y a personne dedans. Il n'y a pas d'activité. Donc, et c'est là le nœud du problème. Il faut pouvoir organiser les deux choses en même temps. Zainab, tu voulais nous dire un mot sur les fédérations ? Non. C'est le secteur privé-public ? Non, pas du tout. J'ai vu que ça te faisait réagir tout à l'heure. Non, c'était surtout pour, au-delà de cela, dire que
il y a quand même, pour justement décloisonner et dépasser les frontières, les équipes hospitalières et médico-sociales, et il y en a certains parmi vous ici, débordent aussi d'énergie pour essayer de faire en sorte que notre système de santé, qui quand même connaît des grands dysfonctionnements, si on ne veut pas dire à bout de souffle parce qu'on nous limite et on nous l'envie, connaît pour autant des très gros dysfonctionnements, parce que quand il faut attendre 1 an pour avoir un rendez-vous d'ophtalmo, c'est pas normal. Et puis, quand on n'a pas accès à un médecin généraliste et qu'on s'oriente vers l'hôpital, c'est pas normal non plus. Donc c'est vrai que cela aussi, ça pèse sur le quotidien. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur les territoires, avoir une stratégie par les territoires et mesurer l'énergie que développent les acteurs sur les territoires est importante. Et je voudrais juste vous donner pour exemple cette approche populationnelle. Parce que les territoires sont différents, parce que sur le plan démographique, épidémiologique, en termes d'offres de soins, vous l'avez dit, et parce qu'il y a des territoires en tension, nous avons voulu développer une approche au plus près des besoins des populations, cette approche populationnelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'idée de faire travailler ensemble, indépendamment de leur statut, tous les acteurs qui interviendront ensemble pour répondre aux besoins d'un patient et d'une population, et ça, bien sûr, vous l'avez compris, dans une logique de parcours. Mais c'est beaucoup plus que de la coordination. C'est vraiment un travail en commun, définir des programmes cliniques pour assurer et faire en sorte que la population soit suivie. Et d'ailleurs, nous avons lancé cela sur 5 territoires pionniers, donc ça, c'est réel, hein. Aujourd'hui, ça existe. C'est des projets qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projets. Je vais les citer rapidement. Les Deux-Sèvres, la Cornouaille, le Douaisis, la Haute-Saône, l'Aube, qui sont dans cette approche populationnelle et qui ont identifié 2 pathologies sur lesquelles ils travaillent tous, l'insuffisance cardiaque et le diabète. Et l'idée, c'est justement d'améliorer la prise en charge des populations et des patients atteints de ces pathologies. Alors, qui se lance ? Je suis bavard, mais ça fait bien. Pardon. D'abord, m'excuser parce que je suis obligé de vous quitter. C'est ton verre à toi. Je suis obligé de vous quitter dans 10 minutes. Donc, vous étonnez pas si je pars en courant. C'est pas que je suis mal avec vous. Au contraire, je serais resté bien plus longtemps, mais le budget poursuit sa course. Juste quelque chose. Ce qui a été dit aussi, qui est intéressant par Zénab tout à l'heure. Depuis 10 ans, on dit le virage ambulatoire. C'est le procès de l'hospitalocentrisme. Et on dit l'hôpital fait trop, et donc il faut empêcher l'hôpital de faire. C'est pour ça qu'on a pris du retard sur la médecine ambulatoire. Moi, j'ai ouvert un hôpital de jour en neurologie au CHU de Grenoble quand j'étais assistant chef de clinique, qui marche bien. Mais pour faire de la médecine ambulatoire, ça peut être compliqué. On a une incertitude sur les tarifs. Aujourd'hui, c'est intéressant. En euros, on peut le faire parce qu'on a des perfusions, parce qu'on a de la toxine botulique. Mais faire un hôpital de jour de diabéto ou de rhumato, on vous dit bah non, mais finalement, le kiné, ça ne rentre pas en ligne de compte. L'éducation thérapeutique, on ne prend pas en compte. Et tout ça parce qu'il a été décidé que l'hôpital en faisait trop et que c'est la ville de faire. OK. Ça, dans un schéma où les soins sont organisés correctement, OK. Mais quand vous êtes en Franche-Comté ou je ne sais où, en Lozère, où vous n'avez rien comme ressources médicales spécialisées ambulatoires entre 2 hôpitaux, qui fait ce rôle ? Parce que les malades, il a besoin d'être soigné. Lui, qu'on lui dise, ah ben non, c'est pas à l'hôpital qu'il faut se faire soigner, c'est plutôt en ville, donc c'est bien l'hôpital qui va. Donc le procès en hospitalocentrisme est un mauvais procès. Parce que l'hôpital, il est là aussi pour pallier, bien souvent malgré lui d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de ressources médicales spécialisées, voire généralistes, en ville. Et ça, donc il ne faut pas pénaliser l'hôpital financièrement ou l'empêcher de développer des structures de soins ambulatoires au prétexte que ce serait à la ville de le faire. Et vous disant cela, je me souviens quand j'ai mis les hôtels hospitaliers dans la loi il y a 5 ans, on m'a dit, à l'administration centrale, on m'a dit on n'en veut pas parce que si on met des hôtels hospitaliers, ça veut dire qu'on va encore augmenter l'activité de l'hôpital au détriment de la ville. Mais non! Ça n'a rien à voir. Et ce qui est valable, moi qui suis député de Grenoble, j'ai un CHU, je n'ai pas les mêmes difficultés d'offre de soins en ambulatoire qu'en Franche-Comté ou dans d'autres territoires. Enfin, je prends la Franche-Comté, ça se trouve, ils ont beaucoup de médecins, mais je ne crois pas de tête. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être capable de regarder au coup par coup et de ne pas empêcher un établissement qui a envie d'offrir des soins de qualité ambulatoires, y compris en médecine, à ses malades, de pouvoir le faire. La première question. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Karen, je suis directeur des soins, je suis déléguée régionale PACA-Corse. Et j'ai étudié le texte, comme tout le monde. J'ai eu des députés la semaine dernière qui m'ont présenté le texte, dont un médecin, en effet, député du Loiret, qui est venu à Marseille nous présenter. J'ai un regret, mais en fait, je vais dire, j'ai un espoir.
c'est qu'on regarde le texte aussi du côté des paramédicaux. On parle de renforcer la CME, de renforcer la place des médecins, et bien sûr l'hôpital sans médecin, j'entends bien, c'est pas possible. Mais les paramédicaux, la commission des soins existe, ce sont tous les collèges qui sont représentés, et elle n'est pas dans le texte. C'est vrai que les infirmiers aujourd'hui on se plaint de ne pas exister dans le texte. Je pense que déjà, si au moins lorsqu'on parle de la CME, et c'est vrai que la plupart des députés qui sont sur le texte sont médecins, et on travaille bien tous ensemble. Moi, je suis dans un gros hôpital, on travaille ensemble. Sauf que les paramédicaux, il ne faut pas que notre histoire nous rattrape. Elle est en train, je suis une vieille, enfin une ancienne, ou je ne sais pas comment on dit. Et ouais, maintenant, on a des diplômes. En effet, on va être IPA. Mais qu'est-ce qu'on se bat avec le ministère pour être reconnu financièrement sur les IPA? On dit on en a besoin. On dit les IPA, ils vont faire le job des médecins. Non, on ne va pas faire le job des médecins. On fait un job pour lequel on est formé, nous aussi, et pour lequel on est capable. Et je compte bien sur vous, qui êtes les porte-parole, pour porter cette parole-là avec nous. Parce qu'en effet, on n'est pas oublié, parce que l'hôpital sans infirmiers, sans kiné, etc., ne marche pas non plus. Mais franchement, la commission des soins, avec la CME, c'était pas compliqué de l'inscrire dans le texte. Et je vous remercie de regarder ça d'un tout petit peu plus près. Ok, donc on va en prendre encore une ou deux. La place des paramédicaux, encore une ou deux. Faites court, s'il vous plaît, que nos intervenants aient le temps de répondre. Et monsieur le député s'en va, donc s'il veut dire un mot, faites court. Donc, Caroline Aignan, je suis directrice au centre hospitalier de Calais. Donc, ma question, alors on va voir comment ça va se développer. Le plan Ma Santé 2022 prévoit pour l'accueil des patients aux urgences que l'hôpital finalement est incité à renvoyer les patients vers la ville. Alors, moi, franchement, ça me pose deux catégories de questions pour en discuter avec les médecins urgentistes de l'établissement. La première, c'est que fait-on quand finalement il n'y a pas assez de médecins de ville et que les patients, les nouveaux patients, les nouveaux arrivants sur un territoire n'arrivent plus à trouver de médecins traitants. Ça, c'est... Bon, par exemple, dans le territoire du Calaisis, c'est une réalité. Je me doute bien qu'on est loin d'être le seul dans cet état-là, dans cette situation-là. La deuxième question, c'est quand on dit l'hôpital pourrait faire revenir les patients vers la ville, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui l'hôpital? Aux urgences, ce sont les médecins. Et ils me disent, mais éthiquement, il y a un patient qui arrive, est-ce qu'on va pouvoir le renvoyer sans avoir, à minima, fait un peu le point sur son état de santé? Ils me disent, non, nous, on ne s'y voit pas. Donc, alors, je ne sais pas finalement comment ça va se jouer, cette question-là, mais moi, je trouve que c'est pas follement réaliste de l'envisager comme tel. Bon, donc, voilà. À la place des paramédicaux, comment faire pour que chacun fasse son rôle quand, comme on le disait juste avant, chacun en face n'est pas forcément présent. Une dernière ou encore une? La dernière, court, pour qu'on puisse enchaîner les réponses. Oui, bonjour, Yves Godard, je suis directeur d'un EHPAD dans le Loir-et-Cher. Et du coup, je voudrais introduire un peu les EHPAD dans votre débat, puisque dans cette table ronde, on a quand même beaucoup parlé des financements. Et aujourd'hui, les EHPAD n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir fonctionner par rapport au secteur de la protection de l'enfance, par rapport au secteur du handicap. On a des ratios soignants-résidents qui sont de l'ordre, quand c'est généreux, 50% maximum. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème de financement. Beaucoup d'EHPAD sont dans des situations extrêmement compliquées, en déficit. Et donc, le rôle aujourd'hui du directeur d'un EHPAD, c'est d'essayer de chercher des moyens complémentaires aux dotations qui nous sont données. Alors, c'est extrêmement complexe. On sait que nos sections dépendance sont toutes déficitaires. Donc, on fait jouer à fond la fongibilité entre les enveloppes pour peu qu'effectivement, on ait signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Mais surtout, là où je vais introduire par rapport à la question de la ville, c'est que parallèlement à ça, il y a des politiques nationales qui sont déclinées avec le PRS. Et donc, il y a la conférence des financeurs. Donc, conférence des financeurs, ARS, conseil départemental, CEPAM, MSA, etc. Bon. Et cette conférence des financeurs octroie des crédits généreusement, parce que ça correspond finalement à des politiques nationales qui sont déclinées sur les territoires, qui sont fléchées sur la prévention, etc. Mais des choses qu'on fait déjà, nous, dans les EHPAD. Et
on est obligé de répondre à des appels d'offres aujourd'hui auprès de la conférence des financeurs pour avoir des moyens complémentaires pour pouvoir faire ce qu'on fait déjà. Voilà. Bien. Donc ça, c'est quand même... On arrête, on a compris, je crois. Le sujet, là, c'est pour les EHPAD, les moyens et la difficulté à avoir des moyens pérennes. Et surtout d'être obligé de pouvoir aller chercher voilà. sur des crédits qui sont normalement destinés à la vie. Très bien. Voilà. Donc les paramèdes, la question des liens. Réponse sur Oui. 3 questions en 2 minutes 30, pardon, parce qu'après je dois vraiment partir encore. Premier point qui fait le lien entre le 1 et le 3. Mon premier métier, c'était aide-soignant en EHPAD. J'ai fait ça 3 ans en EHPAD public. C'était le boulot le plus dur, de nuit, le moins bien payé, le moins bien valorisé socialement. Je comprends ce que vous dites. Nous avons les infirmières qui sont au 3e rang en partant de la fin en termes de salaire par rapport au salaire moyen de toute l'Europe. On a une façon de traiter les gens qui prennent soin de nous qui n'est pas bonne dans notre pays, s'il s'agit des infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides à domicile. Ce sont des métiers qui étaient exclusivement féminins. Il faut trouver un lien aussi là, dans cette origine sociologique. Il faut être capable de redresser la barre. Moi, je crois aux négociations conventionnelles interprofessionnelles pour que les médecins et les paramèdes puissent définir entre eux des protocoles de pratique avancée pour lesquels on a pris un retard de 20 ans dans notre pays à cause des corporatismes et qui font qu'on en est encore aujourd'hui à se poser la question de pourquoi on manque de médecins alors qu'en réalité, on manque de liens entre les professionnels. C'est mon avis et j'y crois. La deuxième chose, c'est l'article 51 qui permet de s'appuyer davantage sur des infirmiers, infirmières, aides-soignants, etc. pour faire d'autres activités que des activités du soin. Quand j'ai ouvert mon hôpital de neurologie, j'ai demandé à une infirmière d'être infirmière coordinatrice. Elle fait le lien éducation thérapeutique, elle fait le lien prise en charge, elle traite des fiches navettes avec la ville. Elle est montée en compétences, elle a acquis des choses par de la VAE. On n'a pas fallu mettre des diplômes supplémentaires et j'ai demandé à ce qu'elle puisse être payée comme un cadre infirmier et pas comme une infirmière de soins parce que les compétences nouvelles, ça se paye et je crois vraiment qu'on aura une montée en revenus avec la montée en compétences et en salaire, plus la question des IPA, mais vous l'avez abordé vous-même. Le sujet que je voulais aborder très vite, c'est le sujet des urgences. Je pourrais vous en parler 20 minutes. C'est pas dans le plan Ma Santé 2022, c'est une idée qui est tordue, qui est sortie de mon cerveau tordu, mais pour faire face à une situation tordue. Parce qu'on est dans un pays où on paye les urgences à l'activité. Et c'est pas bon de payer les urgences à l'activité. Vous avez 40% des patients, et j'ai fait suffisamment de gardes aux urgences pour pouvoir aussi en parler avec la blouse blanche, 40% des patients qui vont aux urgences qui vont ressortir sans examen complémentaire, sans diagnostic de gravité. Ça, c'est la réalité. Et vous avez la possibilité, dans certains territoires, d'organiser la prise en charge non programmée de ces malades à travers des maisons de santé, à travers des polycliniques, des fois au sein même des urgences, ou à côté des urgences, etc. Je vous donne un exemple qui va expliquer pourquoi je souhaite qu'on expérimente ça. Je ne le généralise pas, je l'expérimente sur la base du volontariat pour les établissements que ça intéresse. J'en ai déjà une dizaine qui ont répondu. Poissy-Saint-Germain, urgence pédiatrique, 23 000 passages par an. 23 000 passages par an, saturation complète des lieux et des équipes. Ils ont fait venir des pédiatres et des généralistes dans les murs des urgences pour gérer tout ce qui est petite urgence de pédiatrie, avec infirmière d'accueil protocolisée, plus ou moins interne, plus ou moins médecin qui vient, c'est protocolisé pour savoir qui peut aller. Du coup, les gamins sont pris en charge plus vite par les libéraux au sein des urgences. 3 000 enfants en moins aux urgences, on ne réduit pas la masse salariale, hein. Parce que ce n'est pas parce que vous enlevez 3 000 gamins qui ont une otite que vous allez réduire des infirmières ou les médecins. Donc le coût fixe est le même pour l'établissement. Par contre, l'assurance maladie, à juste titre, a dit on ne va pas vous payer les ATU et les forfaits de prise en charge des patients urgents puisqu'on va les payer aux libéraux. Et donc Poissy perd 400 000 €. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Et il arrête, et donc ils peuvent arrêter, et ça veut dire qu'on se retrouve avec 3 000 gamins à nouveau aux urgences, on augmente à nouveau d'1h30 le temps d'attente, on augmente l'accidentologie, la pression sur les soignants. Notre système de financement des urgences est abscon, il n'est absolument pas implicite, il n'est absolument pas logique, donc je fais une proposition qui n'est pas abscon, qui est innovante, mais qui n'est absolument pas implicite et qui n'est pas logique. Mais je propose qu'on l'expérimente et qu'on regarde comment ça se passe. Ça a marché à l'étranger, encore une fois, c'est sur la base du volontariat. Pardon de devoir vous quitter, je suis bavard, Merci. vous savez, j'aurais pu rester 2 heures de plus. Merci beaucoup, merci d'avoir participé, merci de votre présence. On a été ravis. Merci. Zainab, on va continuer. Moi aussi, je soutiens cette proposition et j'ai des choses à dire sur les urgences. Mais comme je suis animateur, je ne le dirai pas. Zainab. Non, moi, je voulais répondre aux deux interpellations, tant sur les infirmiers, la place en matière de gouvernance de la commission et des EHPAD. Tout d'abord, vous dire que moi, je suis convaincue que dans le cadre des métiers de demain, il y a des métiers particulièrement et paramédicaux qui vont nécessiter d'être upgradés, tant en compétences, dont le rôle va être incontournable pour accompagner le vieillissement de la population, les maladies chroniques. Et on voit bien que dans la logique de parcours de santé,
il va falloir faire de la coordination, il va falloir faire de l'éducation thérapeutique, il va falloir faire de l'accompagnement. Et on ne va pas mobiliser des médecins pour faire cela, mais en regard, il faudra développer toutes ces compétences. Alors sur les infirmières et les IPA, la Fédération hospitalière de France a poussé sur les IPA, a poussé même à demander à avoir un statut particulier, enfin en tout cas avoir un grade et un corps, reconnaître le corps des infirmières diplômées en ce sens. A priori, je ne pense pas qu'on s'oriente vers cela, mais plutôt une reconnaissance à l'échelle, je crois, d'encadrement, en spécifiant bien dans ce cadre-là qu'il y a une reconnaissance financière. En ce qui concerne l'autre volet, le métier notamment des aides-soignantes, la Fédération a aussi poussé l'idée de non seulement d'upgrader les compétences des aides-soignantes, mais aussi de valoriser ce métier dont on sait qu'il sera incontournable dans les années à venir et dont on voit aujourd'hui aussi les difficultés, les limites, offrir des perspectives de carrière aux aides-soignantes, leur permettre d'évoluer, leur permettre aussi d'accéder à des fonctions de coordination. Pourquoi pas reconnaître l'idée d'avoir bac moins quelque chose. Vous avez vu, nous avons dans le métier des artisans et de l'art des grands chefs, même en cuisine, et pour autant, ils sont titulaires d'un CAP de cuisine, etc., de pâtissier, et ils font la fierté. Les aides-soignantes font aussi la fierté du vieillissement de la population et de l'accompagnement du grand âge. Et il faut pouvoir reconnaître cela. Sur la question du financement et des EHPAD, alors, vous savez que la consultation est lancée, la concertation est lancée dans le cadre du plan grand âge et autonomie. Et il était nécessaire, au-delà de la question du financement, de rouvrir le sujet du grand âge et du grand âge en grande perte d'autonomie, à savoir quelle place nous donnons à la personne âgée et quelle politique, et pousser les politiques à inscrire ce sujet-là à l'agenda, et c'est ce qui s'est passé après la campagne Marie-Louise. La neutralisation de l'impact de la réforme du financement sur la dépendance pendant 2 ans, et donc de travailler aujourd'hui à ce que va être le financement de demain. Donc la solidarité basée sur la solidarité collective et basée aussi sur, et je le dis ici comme je le dis ailleurs, la nécessaire coopération des établissements publics médico-sociaux pour gagner sur les territoires en lisibilité, pour montrer l'offre publique et puis dans sa diversité. Et ça passera forcément par cela. Parce que si nous ne le faisons pas, nous avons des territoires où nous risquons de faire disparaître l'offre publique. Et puis, dernier point sur ce sujet-là, la FHF revendique aussi le fait de reconnaître, à défaut de reconnaître un service public médico-social, de reconnaître le caractère d'intérêt général des structures publiques. Nous avons vu qu'il y a des difficultés en matière d'habilitation à l'aide sociale et l'impact de certaines mesures qui ont été prises. Je prends juste un seul exemple, la loi vieillissement qui a défini un tarif hébergement socle. Dans le cadre de ce tarif hébergement socle, aujourd'hui les départements s'alignent sur ce tarif hébergement socle pour les établissements habilités à l'aide sociale. Mais ce tarif hébergement socle exonère un certain nombre de prestations. Le linge, dans 97% des EHPAD publics, le linge est pris en charge par l'EHPAD. Or, cette prestation sort. Donc, vous imaginez bien que là, il faut bien continuer à entretenir le linge et que ce n'est pas adapté. Merci Zainab. Monsieur Gardet, on a entendu là 2 ou 3 questions. Les EHPAD, est-ce qu'on peut, comme on le demande à l'hôpital, imaginer des marges de manœuvre sur ces établissements? C'est aussi une question qui est posée parce que l'EHPAD, c'est un lien avec la ville, des médecins traitants, des médecins coordonnateurs. On sait à quel point c'est difficile. Comment font ces structures lorsqu'elles n'ont pas ces réponses? Et puis, pour revenir un peu sur les urgences, l'espèce de ping-pong, ma responsabilité, ta responsabilité, qui touche l'argent, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Alors, sur les urgences, moi, je vais reprendre. Dans Ma Santé 2022, on réinsiste aussi sur l'organisation des territoires à travers la structuration de la ville, à travers les CPTS, les communautés professionnelles de territoires de santé. Grosso modo, c'est le pendant du GHT. Voilà. Et dans ces CPTS, il est prévu des obligations. Et c'est ça que je veux dire, des obligations à la ville. Il faut arrêter de demander, alors c'est moi qui le dis, il faut arrêter de demander à la ville si elle est prête, s'ils sont prêts à s'organiser. Il faut
des obligations. L'obligation, c'est d'assurer des accueils. Alors, on a le problème des urgences avec la nuit profonde, mais au moins, si on avait des permanences de soins de 7h à 22h en ville, on désengorgerait largement déjà une partie des urgences. Et si la ville doit s'organiser pour pouvoir assurer un service de consultation de 7h à 22h, toutes les structures sont mises en place. On a mis de l'argent sur la table. On met de l'argent sur la table. Les ARS financent la permanence des soins de ville. C'est un dispositif qui coûte actuellement. C'est ça, je veux dire, il ne faut pas dire... mais comme il y a une inorganisation, c'est vrai qu'on renvoie sur l'hôpital. Et c'est pour ça que l'amendement député, moi, à la limite, il peut être surprenant en disant, mais quand l'hôpital ne peut pas refuser d'accueillir un malade qui relève des urgences, mais l'expérimentation dont le député Véran en a parlé, moi je me souviens à Robert Debré, il y a plus de 20 ans, on avait déjà mené ça en pédiatrie. Effectivement, il faut qu'il y ait des médecins libéraux qui puissent immédiatement récupérer les patients qui ne relèvent pas de l'urgence hospitalière. Et ça, c'est une obligation à mettre dans les CPTS. Tout à l'heure, on a parlé aussi des médecins traitants, et c'est là où je fais le lien avec les EHPAD. Il y a une obligation. Alors, c'est vrai que jusqu'en 2025, on va connaître un creux au niveau du nombre de médecins. La notion de médecin traitant, c'est vrai, mais au moins assurer aux patients qui font partie d'une CPTS, d'un territoire de santé, l'accès à un médecin qui ne sera pas forcément son médecin traitant, accès à un parcours de soins, et c'est là où on dit la porte d'entrée n'est pas forcément le médecin traitant. Je fais le lien avec on a beaucoup parlé aussi des hôpitaux de proximité, la place des EHPAD. Il y a des dispositifs qui existent pour venir, je veux dire, en coordination, en suppléance, pour organiser le parcours du patient. On a encore le temps pour une ou deux questions. Qui veut revenir sur un point ou sur un autre? Écoutez, moi je continue. Si vous me poussez, c'est moi qui vais parler. Hein. Si vous me poussez en disant rien, c'est moi qui... Ah, allez, Noël. Oui, voilà. J'ai la voix qui porte, donc voilà. Moi j'ai une vraie question sur la liberté d'installation. Sur la liberté d'installation. Ma question était sur la liberté d'installation des médicaux, parce qu'on n'en a pas parlé. On a parlé de déficit démographique. Et visiblement, on a un certain nombre de médecins, pas sur toutes les régions. J'aurais voulu avoir votre point de vue, tant de la CNAM que de la FHF. Alors, sur la liberté d'installation, alors c'est vrai que vous faites référence... alors ça date de 1927. Bon. Mais ce qui est extraordinaire, moi la réponse, et c'est pour ça que j'insiste, c'est dommage, si le député est parti, c'est si on a une vraie volonté politique. Là, on a travaillé avec, au niveau de la CNAM, au niveau des conventions, avec ce qu'on appelle les prescripteurs, bon, que ce soit les paramédicaux, les infirmières, les kinés. On le voit au niveau de l'installation, une infirmière peut s'installer dans les zones surdenses, une infirmière peut s'installer que s'il y en a une autre qui s'en va, du moins, bon, il y a une régulation qui se fait. La réponse des pouvoirs publics, et je vous la livre au niveau des médecins, c'est que l'obligation, la coercition n'est pas la solution et que de toute façon, on ne peut pas négocier avec une profession qui ne veut pas négocier. Oui, bon, d'accord. Donc, ce dogme-là de la liberté d'installation, personne ne sait par où le prendre, personne ne veut s'en saisir complètement, et on le sait très bien que ce n'est pas en obligeant un médecin
à s'installer dans un territoire où il n'y a rien, parce que l'exercice professionnel se fait forcément en lien avec souvent un réseau, l'hôpital. C'est un des problèmes. Et le problème des déserts médicaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres dispositifs, et c'est là où il faut travailler, parce qu'avec les hôpitaux de proximité, les établissements de santé, avec la télémédecine, avec les nouveaux dispositifs, et effectivement travailler avec cette profession, ou dans les CPTS, est-ce que je reviens sur les territoires de santé, et effectivement dans les territoires de santé, il doit y avoir une obligation de prise en charge des patients. Sans commencer à parler d'obligation d'installation, mais on peut voir au niveau de la convention, il y a une prise en charge conventionnelle ou pas, et il y a une obligation de prendre en charge. Et je crois que à aujourd'hui, il faut que moi c'est le message que je fais passer, que le législateur comprenne que toutes les obligations, et je me tourne vers vous, qu'il a fait peser sur l'hôpital, on doit faire peser sur la ville aussi des obligations. Il y a... maintenant, on en est à ce stade-là. Zainab, tu as peut-être un mot à dire, et puis Jacques Trévidic, qui sera intervenant dans une table ronde à venir, qui est à la tête d'une intersyndicale de praticiens hospitaliers, veut nous dire un mot. Je pense que ça le chatouille, ce débat. Zainab, avant que Jacques Trévidic nous dise un mot, oui, qu'est-ce que tu peux nous sur dire la question de la régulation, la Fédération hospitalière de France a appelé à ce qu'en ce qui concerne le secteur 2, quand la densité médicale était suffisante, qu'on ne permette plus d'octroyer cela. Et puis, donc d'être dans une régulation, et une régulation territoriale. Jacques ? Oui, c'est un sujet, la liberté d'installation, qui effectivement titille beaucoup. On peut se poser des tas de questions, d'autant plus qu'il y a certaines professions que je connais bien qui, elles, par contre, ont un numerus clausus à l'installation et qui s'en portent pas plus mal et qui même réclament qu'on le maintienne. Alors donc, où est le problème ? Le problème, je pense, il est différentes natures. D'abord, la liberté, c'est quelque chose auquel beaucoup de gens sont attachés, à commencer par les médecins, y compris les jeunes médecins. Mais ce que redoutent aussi beaucoup les jeunes médecins, c'est de plus en plus l'exercice seul et isolé. Et c'est ça qui les fait fuir. À partir du moment où l'exercice ne serait plus obligatoirement isolé dans les zones sous-denses, dites sous-denses, peut-être qu'on arriverait à attirer un peu plus de médecins vers ces zones-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, il y a effectivement le plan Ma Santé 2022 qui parle des CPTS, etc., qui parle de structurer en fait l'offre ambulatoire. Ça peut être effectivement un élément. Il faudrait aussi que cesse la désertification des campagnes et qu'il y ait une politique d'aménagement du territoire, qu'on ne fasse pas grandir les taxes sur les carburants systématiquement et qui provoquent en ce moment quelques boutons à droite à gauche. Mais c'est vrai que quand on habite, moi c'est mon cas, en campagne où il faut prendre la voiture pour aller acheter une baguette de pain parce qu'autrement c'est un peu loin, ça n'incite pas à s'installer comme médecin en campagne. Donc tous ces éléments, ça doit faire partie de politiques publiques qui visent primo à rompre l'isolement des populations dans ces zones sous-denses et de façon à pouvoir attirer des soignants ensuite qui veulent bien s'installer. C'est une problématique au quotidien. Mais on ne s'en sortira pas par la contrainte, tout simplement parce que la contrainte fait fuir les gens et que ça a été exploité dans d'autres pays et ça n'a jamais marché. Voilà. On l'a entendu. Merci Jacques. On va conclure avec ces mots. On l'a entendu de la part de chacun de nos intervenants. Je pense qu'il y a quand même des axes importants qui se dégagent. D'abord, au travers du plan et des actions gouvernementales que nous a rappelé le député Véran, beaucoup d'ambition. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Beaucoup d'envie de faire bouger le système. Une transformation très importante. Voilà, Zainab l'a rappelé avec la question de la transition. Comment gérer la transition pour aller vers un système sans doute avec encore beaucoup de vagues.
On va travailler très vite, ça a été dit, les chantiers sont en cours d'être lancés, mais quand même, voilà, 2022, c'est dans 4 ans, comment on fait pour tenir, comme tu l'as dit très bien, Ma Santé 2019, 2020, 2021. Et puis, Monsieur Gardet, une parole forte du côté de l'assurance maladie, qui travaille depuis longtemps avec la ville, qui est quand même de dire, à minima, un rééquilibrage des obligations sur une base de responsabilité populationnelle. C'est vrai que si on ne peut pas imposer à tous les acteurs de s'installer là où ils ne le souhaitent pas, qu'au moins les populations qui sont dans ces territoires puissent savoir que les acteurs s'organisent autour d'elles pour répondre à leurs obligations. On l'a vu, c'est peut-être une manière, en tout cas on va retenir ça pour ce matin, une piste de ne pas travailler par la coercition, mais par les obligations qui s'imposeraient à l'ensemble des acteurs et autour desquels les acteurs s'engageraient, chacun à leur niveau de responsabilité, côté ville, côté hôpital, côté ambulatoire, côté spécialité, pour essayer de répondre à ce besoin. Ça a été dit, les patients sont ceux qui, pour le moment, constatent et souffrent le plus des dysfonctionnements qui s'accroissent de notre système de santé. Merci à tous les trois, même si le député est parti. Merci à la salle.